Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons passer en revue les principales fonctionnalités de la version 1.9 du soft DLive. Première fonction particulièrement intéressante, la possibilité de partager un boîtier de scène, un mix rack, entre deux consoles. Donc typiquement une console façade, une console retour. Auparavant, on avait la possibilité de router le flux des micros vers une deuxième console. Cette mise à jour permet d'aller plus loin, c'est-à-dire que les deux utilisateurs vont pouvoir agir cette fois sur le gain micro, le gain analogique d'un même boîtier de scène. Et donc on va voir comment on met en place dans un premier temps cette configuration d'un point de vue hardware. Imaginons que nous avons ici la console de retour, composée d'une S5000 et de son DM64. Donc placé sur le plateau, ici on reçoit tous les micros qui sont directement branchés sur celui-ci. Et nous avons inséré dans un slot une carte GigaS, ça peut être la version cuivre uniquement ou la version cuivre et fibre, comme celle-ci, peu importe, qui va nous permettre de partager ces ressources micro avec la console de façade. Cette seconde console, C1500 et DM64, est la console façade. Elle est également équipée d'une carte GigaS qui permet de recevoir le flux des micros de la console retour qu'on a vu précédemment. Deuxième étape, nous allons enclencher cette fonction Gain Sharing sur la première console. Donc ici, la console de retour. Donc pour ce faire, nous allons dans le menu Mix Rack, le menu Audio, et puis I/O port, le port 1 dans lequel nous avons notre carte GigaS. Et vous voyez tout simplement cette nouvelle option qui est apparue, cette fonction Gain Sharing que nous allons enclencher. Nous passons sur la deuxième console et regardez ce qui s'est passé. On a une fenêtre qui est apparue qui nous pose la question, est-ce que l'on autorise du coup à enclencher ce gain sharing également sur cette deuxième console, donc notre console de façade. Évidemment, j'autorise la connexion. Troisième étape, nous allons router les préamplis micro de notre console retour vers la carte GigaS pour partager ce flux micro avec la seconde console. Donc pour ce faire, nous allons aller dans le patch, et c'est grâce à la fonction Tielines que nous allons pouvoir router les entrées locales, donc les préamplis micro de notre mix rack, vers le premier slot qui contient la carte GigaS. Donc nous allons, comme ceci, router le nombre de micros que l'on souhaite. Quatrième étape, nous allons sur la seconde console, la console de façade, assigner le flux micro qui vient du GigaS vers les voies d'entrée de la console. Donc pour ce faire, on va dans le patch d'entrée. Donc par défaut, en fait, on a les entrées locales qui sont routées vers nos voies de console. Et donc nous allons changer cela. On va chercher sur l'IO port, donc la carte GigaS, et on va router autant de préamplis que l'on veut du GigaS vers les voies d'entrée de cette console. Donc notre partage est maintenant en place. Donc depuis la console de façade, vous voyez que si je joue avec le gain d'entrée, eh bien on va avoir le même mouvement qui s'effectue, qui est visible au niveau de la console de retour. Réciproquement, si j'ajuste le gain sur la console de retour, on peut voir que sur la console de façade, le niveau est relayé également. Et maintenant, le paramètre important, c'est la fonction Gain Tracking. Si vous l'enclenchez, par exemple ici sur la console de façade, et que l'opérateur en retour modifie le gain d'entrée, regardez ce qui se passe sur la console de façade. En fait, la structure de gain ne change pas dans la tranche, c'est-à-dire que la variation de gain en entrée initiée par l'ingé son retour n'impacte pas le niveau de travail dans la tranche grâce au mouvement réciproque du trim. Autre grosse nouveauté, de nouveaux RTA arrivent dans la console. Donc ces RTA, on peut tout d'abord les voir dans la vue Meters. Donc vous voyez, RTA 1, RTA 2. Et on peut paramétrer ces RTA de différentes manières. Une représentation donc, sous forme de ligne. On voit ici donc, notre analyseur de spectre avec une valeur moyenne qui est ici représentée en violet.
une valeur pic qui est représentée avec la courbe jaune, et puis une valeur max que l'on peut resetter à n'importe quel moment, qui nous indique véritablement le max pic depuis qu'on est dans cette fenêtre ou depuis qu'on a fait le clear ici. On a différents contrôles à notre disposition. Tout d'abord, la possibilité effectivement de désactiver la vue moyenne ou la vue pic, si on veut en garder une seule. Et puis, pareil, si on veut désactiver le max pic. On a ensuite la possibilité d'aller choisir la source qu'on est en train de mesurer. Donc cette source, on peut soit suivre effectivement le bouton Select de tranche. Est-ce que le PAFL devient prioritaire sur le Select? Et on peut choisir effectivement sur quel circuit de PFL on va prélever ce signal mesuré. On a également un raccourci qui nous permet d'accéder ici vers le générateur de signal. Alors, si on revient ici en vue, la deuxième vue, donc sous forme de barre, on a cette fois une représentation, vous voyez, en pic, avec la valeur de fréquence prépondérante qui est surlignée en rouge pour débusquer un Larsen, par exemple. Et puis, on a toujours la possibilité, ou pas, d'afficher le max pic et de le resetter à n'importe quel moment. Et pour terminer, la vue sonogramme. Donc, vous voyez, ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir un sonogramme court terme. Ici, on a les dernières, un histogramme avec les 25 dernières secondes. Et puis, ici, des histogrammes à plus long terme, on va dire, 5 minutes, 15 minutes et 60 minutes, qui nous permet de débusquer un éventuel problème à un moment donné, une surmodulation quelque part, par exemple. Alors, on peut, dans cette vue sonogramme, activer également une double vue. Donc, vous voyez que je vais pouvoir visualiser simultanément mon RTA1, mon RTA2. Ça marche également dans les autres types de présentations. Ici, vous voyez, sous forme de ligne ou sous forme de barre. Et dans cette vue sonogramme, je vais avoir également la possibilité d'utiliser une fonction subtract. Subtract, ça va me permettre effectivement de faire la soustraction entre les deux RTA. Avec la fonction range, on va pouvoir également, vous voyez, calibrer notre valeur min et max représentée à l'écran. Voilà, pour aller zoomer en fonction du niveau de travail dans lequel on est. Valeur max, valeur moyenne et valeur min. Bien évidemment, ces RTA apparaissent dans les fenêtres d'égalisation directement. Donc là, vous avez cette option RTA qui s'affiche ici et on retrouve le même genre de réglage. Est-ce qu'on veut le niveau moyen, le niveau pic, resetter, afficher le niveau max et le resetter ici avec le bouton clear. Et on peut également, vous voyez, dimensionner notre échelle représentée en valeur de dB, donc de moins 60 à 18 dB, full scale. Vous voyez que dès que j'ajuste, j'ai une petite échelle qui s'affiche sur le côté. Et puis, je peux également définir la position où est-ce que je veux afficher mon RTA dans la fenêtre. Voilà, donc il sera par exemple ici sur la partie supérieure de l'écran. Et puis, je peux régler son opacité, plus ou moins importante. Donc toujours, évidemment, le choix entre ligne, barre pour cette vue d'égalisation. Et on peut, bien sûr, retirer le RTA à n'importe quel moment. Petite parenthèse, on vient de voir le RTA dans la vue égalisation paramétrique de tranche. Maintenant, je vous propose qu'on fait un petit détour sur un bus, par exemple ici sur le bus principal, le bus gauche-droite. Et vous voyez que maintenant, on dispose à la place de l'ancien onglet qui était l'EQ graphique, il s'appelle maintenant NEQ. Alors NEQ, qu'est-ce que c'est? L'intérêt, c'est qu'on retrouve soit l'EQ graphique, soit on a la possibilité de basculer celui-ci dans un paramétrique 12 bandes. Donc, vous voyez, on a 3 onglets avec chacun 4 bandes d'égalisation, représentées ici avec des petits ronds, des petits triangles ou des petits carrés. Et du coup, dans cette vue-là, bien évidemment, on a également le RTA, ici qui est configuré en forme de barre. Donc voilà, 12 bandes paramétriques, c'était aussi une demande assez fréquente que l'on avait de la part des utilisateurs. Alors avec une particularité ici, c'est que sur la bande inférieure, on a la possibilité de la basculer, vous voyez, en filtre coupe-bas à 12 dB, 24 dB ou 48 dB par octave.
Et même chose pour la dernière bande, la bande du haut, qu'on peut également basculer en 12, 24 ou 48 dB. Donc ça évidemment c'est très intéressant parce qu'on va véritablement pouvoir sculpter notre mix et donc réduire sa bande passante, le cas échéant, dans le haut du spectre et également vers le bas. Voilà. Et c'est ça. Ah. Également la possibilité d'afficher dans la partie inférieure de l'écran également ce RTA. Alors pour ce faire, on utilise notre bouton magique, le bouton Setup comme d'habitude, on clique en bas de l'écran et puis on va choisir cette nouvelle option, vous voyez, qui s'appelle PEQ with RTA. On peut également choisir un RTA simple qui va être décorrélé de la partie égalisation. Si je valide ces deux nouvelles options et que j'appuie sur mon bouton View, voilà, là j'ai la première qui s'affiche. Vous voyez, le RTA qui est à l'intérieur de la vue d'égalisation. Donc vous voyez, j'égalise et j'ai en tâche de fond mon RTA qui s'affiche. Et donc la deuxième option qu'on va voir maintenant, je vais appuyer une nouvelle fois sur View, et là, vous voyez, j'ai maintenant un RTA qui est décorrélé de l'égaliseur. C'est-à-dire que là, vous voyez, j'ai plus la courbe d'égalisation, j'ai que la partie analyse de spectre qui s'affiche. Alors évidemment, ce RTA, je peux également l'afficher sur l'écran de droite, donc toujours avec notre bouton Setup, et je clique dans la partie inférieure de l'écran, je vais glisser comme ça, vous voyez, deux nouveaux RTA, par exemple, qui vont également pouvoir s'afficher sur cet écran de droite. Donc en cliquant sur chacun d'entre eux, vous voyez, j'accède à des options. Je peux choisir quel est le RTA que j'affiche, le 1 ou le 2. Si je valide ça, et que j'appuie sur notre bouton View, vous voyez, alternativement, je vais accéder à ces différentes nouvelles options. Donc RTA 1 et RTA 2, qui est actuellement, lui, configuré en mode sonogramme, par exemple. On dispose également de deux nouvelles vues pour les parties inférieures de nos écrans. Donc à nouveau le bouton Setup, je clique en bas et puis j'accède à deux nouvelles options, Automation and Clock et General Information. Donc je valide ces deux nouvelles options et du coup en faisant une pression sur View, j'affiche la première d'entre elles, donc l'information générale qui nous affiche quel est le dernier show qu'on a loadé dans le système, la dernière scène rappelée et les suivantes, etc. en plus de leur système. Une nouvelle pression sur View, là je suis effectivement dans cette nouvelle option qui s'appelle General Information. Et là vous voyez pour le moment il n'y a rien du tout, parce que c'est quelque chose qu'on va pouvoir personnaliser, customiser. Donc je retourne dans les options, et puis dans ce menu General Information, vous voyez j'accède à un menu déroulant. Donc là c'est moi qui vais choisir quels sont les paramètres que je souhaite surveiller. Donc par exemple quelle est la dernière scène rappelée, mais également sa description par exemple. Et puis on va pouvoir choisir par exemple, quel est le dernier utilisateur qui s'est logué au système, et puis la description par exemple du firmware. Alors si je valide ces nouvelles options, vous voyez, pouf, elles apparaissent en bas de notre écran. Donc on a effectivement la dernière scène rappelée, ici à gauche. On a quel est le dernier utilisateur qui s'est logué, et puis une description de la version de firmware, et puis également une description de la dernière scène qu'on a loadée. Troisième volet de cette version 1.9, les processing audio, donc nos fameux plugins embarqués, la technologie Deep de chez Allen Ennis qui vous permet d'insérer des plugins, notamment de compression, sans latence aucune, ce qui est quand même hyper intéressant. Alors, le nouveau modèle que vous avez dans cette version 1.9, on est ici, vous voyez, dans la page compresse, et je vais aller chercher un nouveau compresseur qui s'appelle Bus, le Bus Compressor. Et là, sous vos yeux ébahis, vous reconnaissez une machine bien connue, avec ses potards, ses capuchons de potard bleu et son indicateur de compression, donc de réduction de la dynamique à aiguille. Voilà, ça vous rappelle forcément quelque chose. Et évidemment, on a la signature particulière de cette machine qui est notamment très performante pour donner de la cohésion sur un mix entre les différentes sources, donc qui va être très utile par exemple sur des sous-groupes ou sur du mix général. Bien évidemment, vous pouvez aussi l'insérer sur les voies d'entrée si le rendu vous plaît. Vous pouvez insérer sur vos 128 voies d'entrée ou sur vos 64 bus, comme d'habitude. Alors, après ce compresseur de bus, nous avons un nouveau processing de dynamique en remplacement de gate
qui a été de nombreuses fois demandé, c'est la possibilité de faire de l'expander. Alors cet expander, donc vous allez le retrouver dans l'onglet Gate. Donc voilà le Gate classique. Et là, du coup, en allant dans la librairie, vous pouvez tout d'abord sélectionner le Source Expander. Donc Source Expander, ça vous fait apparaître donc un expander en version simplifiée, donc très simple à prendre en main, vous voyez, avec 2 rotatifs, un seuil, une profondeur de réduction de gain et 3 temps de réponse plus ou moins rapides. Donc là, dans 90% des cas, ça va vous permettre effectivement de supprimer en fait vulgairement ce qu'on appelle la repisse entre les micros, c'est-à-dire qu'en live, évidemment, si vous mettez un micro sur une caisse claire, vous allez entendre la charlet, vous allez entendre même un petit peu de guitare, un petit peu de chanteur dedans, et donc là on peut utiliser le gate qu'on avait auparavant. La problématique du gate, c'est qu'il a tendance à avoir un résultat un petit peu tout ou rien, c'est-à-dire que c'est blanc ou noir, mais donc un son, certes, on peut supprimer effectivement dénoiser en fait la prise, mais l'expander va donner un résultat beaucoup plus naturel. Donc voilà la première version, Source Expander, qui va être très rapide et très simple donc pour arriver à un résultat tout de suite. Et puis, pour ceux qui veulent aller encore plus loin, on va avoir un expander, un dual expander, dual threshold expander, en fait, donc un expander avec un double seuil. Donc là, vous voyez, on a carrément la fonction de transfert qui s'affiche, et cette fois, on a 2 seuils. Vous voyez, un seuil supérieur et un seuil inférieur. Donc on peut les travailler soit graphiquement, comme ceci, soit bien sûr avec les rotatifs. Et vous voyez que l'idée, c'est qu'on va se rapprocher, on a ici la courbe de transfert de notre expander, et vous voyez, on peut se rapprocher, donc à gauche, ici, on n'a aucune modification de la dynamique à bas niveau, c'est-à-dire que on n'a pas de... on dénoise rien du tout, et puis on peut, vous voyez, graphiquement, aller chercher, si je le mets en marche, vous voyez effectivement la réduction, l'augmentation plutôt de la dynamique avec la fermeture de notre expander, qui va être qui va se rapprocher plus ou moins du comportement d'un gate, donc quelque chose de plus brutal ou au contraire de plus subtil vers la gauche. Donc vous voyez, quelque chose qui va nous permettre d'aller beaucoup plus loin en termes de réglage, avec cette fois des temps d'attaque et de release qu'on va pouvoir affiner très très finement. Alors une petite illustration de l'utilisation de cet expander. Je vous ai préparé ici une petite piste de caisse claire. Donc je pense que vous entendez bien la charlet et vous entendez du son de scène, on entend la reverb de la salle notamment en arrière-plan. Et si on utilise un gate, voilà le genre de résultat qu'on va avoir. Donc vous voyez que là effectivement le son entre les coups de caisse claire il est fortement atténué, mais cette atténuation est assez brutale et finalement assez peu naturelle. Alors on peut ajuster un peu plus effectivement les temps d'attaque, relâchement, mais on aura toujours quelque chose un petit peu comme ça, un petit peu forcé quoi. Et l'intérêt justement de l'expander, il est là. Vous voyez que là, j'ai ma piste de caisse claire qui est vraiment hyper nettoyée. Bon là j'ai forcé un peu le trait, c'est un peu brutal, mais on peut évidemment, en ajustant le seuil, aller un petit peu plus loin. Si on compare avec l'original, et là je pense que vous entendez clairement la différence. Donc la repisse entre les micros, on arrive à vraiment super bien nettoyer avec une utilisation très rapide des 2 boutons de seuil et de réduction de gain, et 3 temps de réponse en fonction de la nature du signal. Vous voyez qu'on a quelque chose qui est quand même assez naturel, beaucoup moins brutal qu'avec le gate, qui donne ce côté saccadé, ce côté très, très haché en fait. Et pour finir, la version dual double seuil, où là vous pouvez, entre les deux, entre la version gate, quelque chose comme ça, là vous voyez on a quelque chose qui va être un petit peu dur, et à l'inverse, pas de modification de la dynamique du tout, et du coup, vous pouvez aller chercher, doser entre les deux, la fermeture de votre expander, plus ou moins prononcée, selon que vous voulez conserver un petit peu de son d'ambiance ou moins. Voilà, donc avant, après. Et le gate, lui, ouais,
ce côté haché quand même pas très naturel, pas très beau. Voilà. D'autres améliorations sur d'autres modèles d'effets de compresseurs. Alors on va aller chercher cette fois l'Optronic, le LA2A pour les intimes. Donc là vous voyez que sur ce LA2A il y a une petite amélioration encore, c'est qu'on a maintenant une deuxième signature sonore, Unit B, qui va avoir une couleur plus vintage en fait, qui va renforcer un petit peu le côté bas médium en fait. Et ça c'est la première modification. Et puis on a également sur la partie en fait sidechain, vous voyez 2 presets maintenant, c'est-à-dire qu'on peut travailler juste avec un coup bas 80 Hz, mais tout le reste de la bande ouverte, ou au contraire un seuil de déclenchement qui va fonctionner entre 80 et 5 kg. Donc 2 presets qui vont être assez intéressants par rapport au simple réglage qu'on avait précédemment. Voilà les améliorations en ce qui concerne l'Optronic. Dans les effets, on a également une amélioration sur le DSR. Donc le DSR, le voilà. Et vous voyez que on avait auparavant, on avait l'équivalent de ce mode classique et maintenant on a des variantes. C'est-à-dire que effectivement, le filtre de sidechain, on peut le basculer en shelf. Donc à partir de la fréquence en question qu'on va régler ici, jusqu'en haut du spectre, donc un shelf haute fréquence, et puis un filtre passebande, mais qui va être plus large que la version classique, c'est-à-dire qu'on va avoir un déclenchement des sifflantes qui va se faire dans une plage plus importante. C'est-à-dire qu'en fait, la version classique, ça va être très bien pour aller chercher les sifflantes entre 3 et 6 kg, et puis la version passebande qui va être idéale pour aller plutôt chercher entre 4 et 8 kg. Voilà. Donc toutes les améliorations en termes d'effet de cette version 1.9, vous voyez qu'on a vraiment des choses très, très, très sympathiques. Alors le contrôle des HF. On disposait déjà dans les versions précédentes du contrôle des HF Shure, les QLXD, les ULXD et les accentes digitales. Et dans cette version 1.9, on a également la possibilité de contrôler les HF Sennheiser. Donc ça concerne les séries 2000, 2050 et les séries 300 et 500 en version G3 et G4. Donc le principe est le suivant. On va aller donc sur notre écran de droite de la DLive, donc en Mix Rack, et ce menu qui existait déjà, RF Device, se voit maintenant enrichi de cette nouvelle option. Donc on va la cocher tout simplement. Et voilà comment ça se passe. Alors, les Shure sont détectés automatiquement, ce qui est plutôt sympathique. Malheureusement, avec les Sennheiser, ce n'est pas le cas. Il faut taper l'adresse IP de la machine. Donc, on va le faire. On va mettre. Là, je vais juste vous montrer le principe parce que je n'ai pas de HF branché sur la console. Et juste pour vous montrer l'ergonomie, comment ça se passe. Une fois qu'on a fait ça, vous voyez, j'ai créé ici un récepteur qui est offline pour le moment, vu qu'il n'est pas branché. Et donc l'idée, c'est qu'on va assigner ce récepteur à une voie d'entrée, en fait, enfin une entrée physique de la console. Donc si j'assigne par exemple ici à cette tranche, on va mettre ouais, celle-ci, ok. Alors donc si je fais apparaître cette tranche ici, pouf, je vais chercher la même ressource physique, donc l'entrée 1 de mon mix rack. Vous voyez ce qui se passe, pouf, j'ai d'un seul coup l'info RF qui apparaît ici. Donc j'ai une échelle de niveau RF reçu et une échelle de niveau audio reçu avec la LED de pic. Et dans la vue banque, ça va être relayé en fait de cette manière-là. Vous voyez, ça va s'afficher également ici. Bon, là du coup, c'est un petit peu grisé, mais on va retourner ici. Alors, si vous cliquez dans cette partie RF Info, vous avez encore un peu plus d'informations. Effectivement, vous allez avoir le nom de la liaison, son statut, son adresse IP, et vous allez trouver donc le nom du récepteur assigné à une entrée physique de la console. Donc si vous routez en fait la même entrée physique sur plusieurs voies de la console, vous aurez le contrôle du récepteur HF correspondant. Et là, on voit bien effectivement de manière encore un peu plus confortable le niveau RF reçu, le niveau audio évidemment, et la possibilité de contrôler notre récepteur, de
d'ajuster en fait le niveau de sortie et de le muter le cas échéant. Voilà le principe des contrôles HF dans la DLive. Et pour finir, on a beaucoup d'améliorations diverses et variées. Je vais vous parler par exemple des soft keys. Il y a quelques améliorations. Je vais vraiment vous parler de celles qui me paraissent les plus intéressantes, mais vous verrez, il y en a plein d'autres à découvrir. Je pense notamment à la fonction bookmark qui était très attendue, donc la fonction marque-page. Donc là, vous voyez, je viens de l'assigner sur le soft 1. Donc l'idée, c'est que je vais maintenir, une fois que j'ai assigné cette fonction bookmark sur mon soft keys, je maintiens mon soft keys enfoncé pendant une seconde. Et vous voyez, ça me permet d'aller chercher n'importe quel menu de la console. Donc imaginons que je veuille accéder très rapidement, par exemple, à un réglage d'effets. Donc je vais aller dans mes effets. Je vais choisir l'effet qui m'intéresse, par exemple cette chambre d'écho. Alors je maintiens ma touche enfoncée. Vous voyez, je vais chercher l'effet numéro 3, donc ma chambre d'écho, par exemple. Et du coup, dorénavant, même si je suis par exemple dans le patch, j'appuierai effectivement sur mon marque-page et pouf, je me retrouve dans mon effet. Et là, je peux tout de suite aller l'ajuster très rapidement, retourner n'importe où dans la console et retomber sur mon effet juste avec ce bouton. D'autres fonctionnalités intéressantes dans les presets ici assignables sur les rotatifs de tranche. Donc vous vous souvenez, on a 4 ici boutons qui nous permettent effectivement d'accéder à des réglages précis. Et ça se règle dans surface, contrôle, surface pref, et vous avez vos 4 réglages custom que vous pouvez ajuster. Alors, ce qu'on a de nouveau ici, c'est la possibilité, on avait déjà la possibilité de régler le coupe-bas, on a maintenant la possibilité de régler le passe-bas également. On avait déjà le seuil de compresseur, mais on a dorénavant le seuil du gate. On a également la profondeur de gate. On va avoir également la divergence du mode LCR+. On a maintenant un mode LCR amélioré qui s'appelle LCR+, avec une divergence réglable. Et puis, très intéressant également, si on fait du surround, un pan justement avant-arrière. Donc on peut avoir effectivement notre pan classique gauche-droite qui existe évidemment par défaut, mais on peut avoir du coup notre pan avant-arrière pour ces applications 5.1 et autres. Également la largeur stéréo pour les tranches en mode stéréo. Voilà tout ce qui vient enrichir les rotatifs. Et puis pour finir, quelque chose qui est bien pratique également, la possibilité en fait dans le patch, ici, en fait de nommer les ports 1, 2, 3, 4, 5 de la console. Donc ça se trouve ici dans toujours notre bouton magique Setup, et on accède ici aux options du patch. Et comme vous pouvez le voir, je peux dorénavant donner un nom à mes différents ports pour nous indiquer que, je ne sais pas, c'est une carte MADI qui est reliée à un car régie par exemple. Et on peut le faire à la fois donc pour les slots 1, 2, 3, 4, 5 et également pour les ports DX si ça correspond à des endroits où sont positionnés les différents boîtiers qui nous permettent de nous connecter à droite ou à gauche. Voilà, cette version 1.9, donc vous voyez, qui est très, très riche. Allen Ennis a enrichi effectivement cette version avec 95 nouvelles fonctionnalités ou améliorations, donc c'est quand même considérable. On n'a pas pu évidemment faire le tour ici dans cette petite présentation, mais si vous avez besoin, n'hésitez pas à me joindre. Je me ferai un plaisir de vous répondre et de vous aider si vous avez des questions. À très bientôt.